Connaissance. Recherche. Sciences. Des sciences mathématiques. Théorie. Physique. Philosophie. Conférences. Archéologie. Nature. Là, nous venons de voir ce que l'archéologie récente a apporté sur l'histoire de la viticulture en Gaule. Bien entendu, on pourrait tenir le même raisonnement sur le même thème sur beaucoup de pays de la Méditerranée, mais je voudrais qu'on aborde maintenant un autre domaine qui concerne une part importante de l'alimentation des anciens qui était les salaisons de poissons, c'est-à-dire le poisson en conserve, le thon en boîte, si on pourrait dire, et qui vient de connaître, grâce aux recherches qu'a conduites Emmanuel Both, un changement notable. Et il vous l'expliquera lui-même. Je veux simplement dire que Emmanuel Both, qui a commencé sa vie de chercheur en étudiant l'égyptologie, s'est progressivement converti à l'archéologie du monde romain et s'est dirigé, peut-être en partie sous mon influence, vers l'étude de la vie économique, et que ce sujet de recherche, dont il va vous présenter toute l'évolution, qui a un petit côté enquête policière, ce sujet de recherche est né sur la fouille que le centre Jean Bérard conduit à Cumes. Cumes qui est la plus ancienne, ou peut-être l'une des plus anciennes colonies grecques en Occident, qui est située à une vingtaine de kilomètres à l'ouest de Naples, et Cumes sur lequel, depuis maintenant 15 ans, nous menons des recherches assez approfondies qui ont touché toutes les périodes, depuis l'âge du fer local, c'est-à-dire depuis au moins le Xe siècle avant Jésus-Christ, jusqu'à l'époque byzantine, c'est-à-dire les 7e et 8e siècles de notre ère. Or, dans une fouille auquel Emmanuel a participé, que nous avions menée en 2001, nous avons mis au jour un vaste dépotoir de l'époque flavienne qui contenait des amphores d'un type jusqu'alors bien connu sous le nom de Dressel 21-22, qui a été donc le point de départ de la recherche qu'il va vous présenter, recherche qui, il ne faut pas diminuer vraiment son importance, a bouleversé totalement un pan de ce que nous croyons savoir à l'époque de l'économie de l'Italie centro-méridionale. Et donc, je suis très content qu'il puisse aujourd'hui vous présenter cette nouveauté qui nous sort effectivement de la viticulture, mais pour nous plonger dans les salaisons de poissons. Bonjour. Alors, mon intervention d'aujourd'hui a pour but de vous présenter les résultats obtenus dans le cadre de ma thèse, qui portait sur, comme vient de le dire Jean-Pierre Brun, sur les salaisons et sauces de poisson en Italie du Sud et en Sicile durant l'Antiquité. Voilà. Comme vous pouvez le voir, j'ai appelé mon intervention « Quand l'épigraphie amphorique éclaire l'histoire économique », car tout le travail que j'ai effectué repose sur la relecture de certaines inscriptions peintes sur des amphores. Tout a débuté à Cumes, la première colonie grecque d'Occident, où la découverte dans un dépotoir d'époque flavienne de plusieurs amphores du type Dressel 21-22 m'a incité à développer la recherche sur ce type de conteneurs. Jusque-là, ces amphores étaient considérées comme destinées au transport de fruits, des pommes et des cerises, du Latium et de la Campanie. Et pour reprendre l'examen de ces conteneurs, j'ai donc étudié toutes les amphores de ce type conservées à Pompéi. C'est à Pompéi que l'amphore a été identifiée et baptisée pour la première fois par Robert Schoen dans sa planche de dessin où elle porte le numéro 4 dans le CIL 4. C'est le dessin que vous avez sur votre gauche. À la même époque, Heinrich Dressel étudie les amphores du Castro Pretorio à Rome, qu'il publie pour la première fois en 1879, puis 20 ans plus tard dans le CIL 15, dans le volume 15, dans lequel les amphores qui nous concernent aujourd'hui portent les numéros 21 et 22, sous lesquels elles sont génériquement dénommées.
Avant d'en venir au contenu et à la typologie que j'ai dressée de ces amphores, juste un mot sur leur chronologie. Les exemplaires les plus anciens que nous connaissions sont datés du dernier quart du 1er siècle avant notre ère et du début du 1er siècle de notre ère. On connaît notamment un exemplaire à Masada en Israël et d'autres provenant d'Ostie. Les exemplaires les plus récents sont datés de la fin du 1er siècle de notre ère et du début du 2e, et on en a retrouvé notamment une grande quantité dans des dépotoirs d'époque flavienne à Cumes. J'en viens maintenant au contenu de ces amphores. Les inscriptions les plus fréquentes sont Mal Cum, donc que vous avez ici, Mal et Cum, et la deuxième est CE. Alors Dressel avait proposé de lire Mala Cumana, des pommes de Cumes, et pour la deuxième, avec plus d'hésitation, Serraza, des cerises. Depuis cette date, les Dressel 21-22 ont systématiquement été considérés comme des amphores à fruits. Je pense en réalité qu'au lieu de lire CE comme l'avait fait le grand savant Dressel, il faut lire Ket, CET, c'est-à-dire avec le E et le T ligaturés. Et dans ce cas, le terme Ket devrait plutôt être développé en Ketus, qui en latin signifie un gros poisson de mer et désigne notamment un thon de grande taille. Pour conforter cette hypothèse, je m'appuie sur un fragment de col d'amphore récemment mis au jour à Cumes dans les fouilles du centre Jean Bérard, et sur lequel on peut clairement lire Ket Cum, comme je viens de vous le montrer. Or, dans un passage du livre 5 de Strabon, vraisemblablement écrit en l'an 18 de notre ère, on apprend que les Cuméens exploitent des pêcheries de grands poissons très réputées. Outre le fait que l'ouvrage de Strabon a été écrit à la même période que la production de ces amphores, il est intéressant de noter l'emploi du terme keteia, dérivé de ketos, et dont ketus est la transcription latine. Xénocrate également, cité dans un passage de l'Oribase, parle lui aussi des salaisons de thon de Cumes. Partant donc du fait que ket cum désigne à coup sûr des salaisons de thon, il fallait chercher ce que signifiait le titre mal. Bien sûr, il ne peut désigner lui aussi qu'un produit venant de la mer. Alors j'avais au départ envisagé que mal pouvait renvoyer à malakoï, des mollusques. À vrai dire, l'hypothèse ne me semblait pas inconcevable, puisqu'on sait que Cumes, au 5e siècle avant notre ère, avait choisi de représenter une moule au revers de ses monnaies, et la zone, dans l'Antiquité et encore aujourd'hui, était réputée pour sa production de mollusques, d'huîtres et de moules notamment. Cependant, il faut certainement envisager que mal renvoie plutôt à maltais, qui qualifie un poisson de grande taille, et que les sources vont justement appartenir à la famille du kétos. Maintenant que le contenu ne pose plus de problème, enfin je l'espère, je vais aborder la typologie que j'ai établie, basée principalement sur une différenciation des argiles et des formes, qui a permis d'illustrer les aires de production de ces amphores. Vous avez à l'écran les 3 types que j'ai créés, et vous remarquez immédiatement que la caractéristique commune à toutes ces amphores est leur large embouchure, justement pour y placer les tranches de poisson salé. Le premier de ces types, avec ces 2 variantes, est le type sicilien. La pâte de ces amphores contient du quartz éolien et des microfossiles caractéristiques de cette région. Les analyses pétrographiques, croisées avec la fréquence de ce type dans la zone nord-ouest de l'île, m'avaient fait proposer que se trouvait là au moins une partie des ateliers ayant produit ce type d'amphore. Cette hypothèse a été confirmée par la découverte en 2003 d'un atelier potier à Alcamo Marina, situé entre Trapani et Palerme. Donc, le four qui a produit ces amphores se trouve ici, et la production est datée de la première moitié du 1er siècle de notre ère. Le type 2, que vous avez à l'écran, est caractérisé par une pâte composée d'une argile calcaire, à laquelle on a ajouté du sable grossier, composé notamment de quartz. D'après les analyses pétrographiques, cette argile se retrouve de part et d'autre du détroit de Messine, mais l'absence d'inclusion volcanique de l'Etna incite à opter plutôt pour une origine calabraise que sicilienne. Enfin, le dernier type, le type 3, qui, d'après les observations des archéomètres, possède une pâte comportant des éléments de pyroxène et de sanidino, un feldspathe typique de la région volcanique tyrrhénienne, comprise entre la Toscane méridionale et la Campanie. Ainsi,
une aire de production dans le Latium et surtout en Campanie est assurée, et les analyses démontrent la présence d'au moins 3 ateliers de potiers. J'en viens maintenant aux inscriptions peintes sur ces amphores. Alors, brièvement, je vous présente leur organisation. Vous trouvez en A le nom du produit, en B une information sur la qualité ou son origine, que l'on connaît uniquement sur les amphores du type 3, à savoir campanienne, où apparaît parfois la mention de Cum, qui renvoie à la cité de Cum. En C, on trouve un chiffre, généralement compris entre 50 et 90. En D, un nom. Ensuite, les inscriptions E et F sont peu fréquentes. Pour l'inscription E, il s'agit d'un nom. Et pour l'inscription F, il s'agit d'un chiffre et ou d'un nom apposé le long d'une des anses. Enfin, l'inscription G, située de l'autre côté de l'amphore, juste sous la lèvre, nous donne un chiffre, cette fois-ci compris entre 21 et 37. Alors, que peut-on tirer de ces inscriptions? Le premier enseignement fourni par ces inscriptions peintes est que ce sont uniquement des salaisons de poissons qui sont produites. En effet, les inscriptions renvoient à Quétus et à Maltais, qui sont dans les 2 cas de grands poissons. On peut donc déjà établir que c'est le thon qui est l'objet principal de ce commerce. Ensuite, les inscriptions C et G méritent selon moi un traitement particulier. Je pense en effet qu'il faut interpréter ces chiffres comme des indications de poids en livres, à l'instar des inscriptions sur les amphores Dresselvin. Sur ces dernières, l'inscription alpha, que vous avez ici à l'écran, les inscriptions alpha et gamma. L'inscription alpha désigne le poids de l'amphore vide et l'inscription gamma celui de son contenu, l'huile de bétique. Dans le cas de Dresselvin T22, l'inscription G correspondrait à la tare et l'inscription C au poids de son contenu, les salaisons de thon. Pour appuyer cette hypothèse, j'ai pesé toutes les amphores complètes ou presque de Pompéi et on arrive à un résultat qui ne laisse aucune place au doute lorsque l'amphore a conservé ses inscriptions peintes. Donc je vous ai épargné les tableaux avec le poids de toutes les amphores et vous mets uniquement à l'écran les résultats de cette pesée pour les amphores de Pompéi qui possédaient encore l'inscription. Alors, le résultat est sans appel puisque vous pouvez remarquer la correspondance parfaite entre le poids vide théorique fourni par l'inscription peinte, comme ici, et le poids vide réel de l'amphore. Vous pouvez voir la correspondance parfaite. Ce résultat appelle donc des observations plus générales. La mention conjointe du poids de la tare et du contenu de l'amphore, et du poids du contenu de l'amphore, prouve que ce système d'indication n'était pas réservé, comme on l'a longtemps cru, aux seuls amphores à huile de bétique Dresselvin. Et cette première constatation entraîne d'autres observations. Cela montre que, d'une part, la nature du contenu de l'amphore n'influe pas sur l'unité de mesure, les calculs se font au poids, donc en livres, qu'il s'agisse d'un liquide comme l'huile ou d'un produit solide comme les salaisons. Et d'autre part, cela indique que les inscriptions C que l'on rencontre sur les amphores à salaisons et autres dérivés de poissons de la péninsule ibérique indiquent elles aussi le poids en livres du contenu de l'amphore. Pour la suite, l'inscription D nous renseigne sur les marchands. Il s'agit souvent, malheureusement, de simples cognomènes difficiles à retracer, comme on voit ici par exemple avec Salvus, Vetus, Successus ou encore Optatus. Quand on dispose de trianomina non développés, ce que vous avez sur la ligne du bas, la tâche n'est pas beaucoup plus aisée. On peut néanmoins proposer une identification du personnage dénommé Abinericus. Je suis en effet tenté de l'identifier comme Marcus Valerius Abinericus. Lui et d'autres affranchis des Valéries sont connus sur plusieurs amphores. On a notamment, en plus d'Abinericus, Marcus Valerius Euphémus, Marcus Valerius Félix et Elias, qui apparaissent notamment sur des inscriptions amphoriques de Pompéi, mais aussi du Beccio Gandolfo et de Fos-sur-Mer. Et le grand intérêt est qu'ils sont connus sur des amphores originaires de la péninsule ibérique, mais aussi sur 2 amphores de Dresselvin T22. Ainsi, on a des négociatores de production du détroit de Gibraltar, à la fois d'huile et de salaison et de dérivés de poissons, et d'Italie. Que peut-on dire ensuite de la distribution de ces amphores? La prochaine diapo vous montrera les cartes de distribution de celles-ci, et elles illustrent que le marché est essentiellement tourné vers l'Italie et la Sicile. Autrement dit, la consommation à l'échelle locale était loin d'être négligeable. D'autre part,
les données de cités comme Rome et Pompéi illustrent qu'il y a également un commerce à moyenne distance, ce qui illustre l'épave de Capri récemment découverte et dont vous avez une photo à l'écran. On peut y voir en effet que le chargement est composé uniquement d'amphores du type 1, autrement dit siciliennes. Enfin, le commerce à longue distance semble plus anodin que régulier, ce que la carte de distribution suivante vous illustre. À l'échelle méditerranéenne, on voit que le marché est essentiellement tourné vers l'Italie et la Sicile, et on ne peut que remarquer quelques exemplaires exotiques à Alexandrie, Jérusalem, Masada ou encore Éphèse. Et comme je l'ai évoqué à l'instant, on remarque bien que l'Italie est la principale consommatrice de ces productions. Que peut-on dire de la place des productions d'Italie méridionale et de Sicile face aux autres zones productrices ? Pour avoir une idée de la place des salaisons italiennes face aux autres zones de production, il est indispensable de tenter une comparaison. Tout d'abord, brièvement, du point de vue des ateliers de production. Je dis brièvement car nos connaissances dans ce domaine sont totalement dépendantes de l'avancée de la recherche. Ainsi, des zones comme l'Italie, la Sicile ou encore la mer Noire semblent bien peu développées par rapport à la péninsule ibérique. Je crois que le plus fidèle témoin reste l'amphore. D'une part, quand on la retrouve sur les sites de consommation, et d'autre part, parce qu'on peut directement la confronter, sous réserve d'une bonne identification, avec d'autres conteneurs. Pour la mer Noire, nos connaissances reposent principalement sur les sources antiques qui vantent les salaisons du pont dès le 5e siècle avant notre ère. Du côté des ateliers, la documentation est beaucoup moins abondante et on ne connaît que quelques ateliers, notamment à Chersonesos, qui sont tous en fonction à l'époque impériale, et c'est à peu près tout ce que nous pouvons dire. Quant aux conteneurs, c'est encore plus flou puisque aucun n'est attribué au commerce de ces productions. Pour l'Afrique, nous savons que de nombreux ateliers étaient installés sur le littoral, révélés par les prospections réalisées depuis quelques années et les fouilles menées par exemple sur l'atelier de Nabeul en proconsulaire. Cependant, pour le Haut-Empire, nous ne connaissons pas d'amphores spécialement destinées au commerce de ces produits. Au final, la seule région productrice qui nous offre la possibilité d'effectuer des comparaisons avec l'Italie et la Sicile est la péninsule ibérique, et en particulier la province de Bétique. Pour comparer et évaluer la place respective des salaisons de Bétique face à celles d'Italie et de Sicile, j'ai décidé de voir sur les sites la part de chacune de ces productions. J'ai pris pour exemple plusieurs sites d'Italie: Pompéi, Cumes, Ostie, Rome et pour finir Paestum, dont une synthèse sur le mobilier vient d'être publiée récemment par Rosa de Bonis. J'ai donc comparé sur ces sites le nombre des Dressel 21-22 face à celui des amphores de la péninsule ibérique. Pour Pompéi, il nous faut manipuler les données avec précaution puisque nos connaissances reposent encore en grande partie sur le CIL4, qui rassemble une documentation amphorique importante, mais qui, par définition, uniquement sur le mobilier portant des inscriptions peintes. Les chiffres que nous obtenons sont les suivants. Nous avons ainsi 59 amphores du type Dressel 21-22 contre 138 de production ibérique. À Cumes, dans le dépotoir flavien que j'ai évoqué en début, voici les résultats obtenus. 48 amphores Dressel 21-22 contre 39 de production ibérique. À Ostie, nous possédons deux contextes. Celui de la Longarina. Dans ce contexte du début de notre ère, Antoinette Hénard révèle 2 exemplaires de Dressel 21-22 contre 101 amphores à salaison de la péninsule ibérique. L'écart est aussi grand dans les fouilles du terme du nageur, d'après les données de Clémentina Panella, puisque nous obtenons, à l'époque augustéenne, à peine plus d'1% contre 32%, et à l'époque flavienne, ce n'est pas mieux, puisque nous avons à peine 2% d'amphores italiennes contre 17% d'amphores espagnoles. Ensuite, pour Rome, tout d'abord le Castro Pretorio. Il faut avoir ici la même prudence que pour Pompéi, puisque les données du CIL15 ne font elles aussi mention que des amphores inscrites. Ensuite, plusieurs contextes récemment publiés, notamment ceux de la Crypta Balbii, de la Domus Tiberiana ou encore des marchés de Trajan, nous montrent qu'au total, nous obtenons 39 Dressel 21-22 contre 478 amphores de la péninsule ibérique. Ensuite, la synthèse sur Paestum donnée par Rosa de Bonis montre que sur le site, on a retrouvé 48 Dressel 21-22 contre environ 150 amphores espagnols. Au final, quelle synthèse peut-on tirer de ces chiffres ?
il faut observer la très nette prédominance des amphores espagnols sur les amphores italiques. Alors, quelles en sont les raisons possibles? Tout d'abord, c'est qu'on connaît mieux aujourd'hui les amphores de la péninsule ibérique que les Dressel 21-22, que l'on a identifiés jusqu'à présent comme des amphores à fruits. D'autre part, nous n'avons aucune trace du marché local, donc du transport à courte distance, qui devait s'effectuer dans des paniers et qui, de ce fait, constitue une donnée que l'on peut quantifier. Enfin, un dernier obstacle, c'est celui du remploi des Dressel 21-22 dans des canalisations aussi bien en élévation qu'au sol. C'est ce que vous avez à l'écran ici dans plusieurs rues de Pompéi, où les amphores, on a coupé le pied des amphores et on les a remployés dans des canalisations, aussi bien dans les murs qu'au sol. Malgré tout, le rapport ne s'inversera probablement jamais et il faut chercher d'autres raisons. Je crois que le potentiel de la bétique est lié à un phénomène assez simple. En effet, nous connaissons pour les poissons migrateurs plusieurs zones de reproduction en Méditerranée. Mais lors de leur passage depuis l'Atlantique vers la Méditerranée, les poissons ne peuvent passer que par un seul endroit, le détroit de Gibraltar. De ce fait, les capacités de capture et donc de production à la fois de salaisons et de dérivés de poissons étaient considérablement plus élevées sur les territoires de l'Espagne et du Maroc qu'en Italie et en Sicile. Enfin, et je terminerai par cela, je crois que l'une des raisons principales de la domination de la bétique dans ce marché concerne tout simplement les produits fabriqués et transportés. Nous avons vu que les amphores Dressel 21-22 transportaient uniquement les salaisons de thon. Or, pour les amphores ibériques, il y a toute une variété de produits bien plus importante, puisqu'elles contenaient aussi bien des salaisons, notamment de jeunes thons et de maquereaux, comme l'illustre la découverte de plusieurs épaves en Méditerranée, que des sauces. Autrement dit, les producteurs de la bétique pouvaient satisfaire une demande beaucoup plus variée et donc plus importante, ce qui est à l'origine de leur succès et de leur réputation. Merci.